encore de participer à cette discussion. Alors, on va peut-être commencer sur une question générale sur l'évolution finalement de la certification logicielle. Donc, c'est une question que je pose à vous tous. Comment est-ce que vous voyez cette évolution? Donc, quel est l'avenir de la certification logicielle, donc dans la continuité de choses comme Concert, ce que fait Bedrock, qu'a expliqué Grégory, et la spécification aussi des protocoles de cryptographie, comme ça a été expliqué cet après-midi. Donc voilà, l'avenir, ce serait quoi? Donc pour la cryptographie, là actuellement, pour moi l'avenir, ça serait que quand il y a des standardisations de primitives cryptographiques, ces standardisations, enfin les propositions arrivent avec une preuve, alors formelle dans le cas idéal. Donc là on est dans un état où actuellement, par exemple le NIST, là, pour le concours post-quantique, ils en sont à se demander s'il ne faudrait pas que ça arrive des preuves papier. Mais moi j'aimerais bien, dans le futur, de la spécification de ce genre de choses, que ça arrive avec des preuves formelles pour des choses. Je crois qu'il faut plus parler dans le micro peut-être. Ah oui, désolé. Donc dans mon cas particulier, voilà, j'aimerais bien ça. Après, en pratique, c'est quand même encore assez compliqué, moi je trouve, d'intégrer les méthodes formelles dans les processus industriels actuels, si ça n'a pas été pensé en amont. Voilà, donc encore, je pense, énormément d'efforts à faire pour l'adoption au niveau des ingénieurs des méthodes formelles, du moins dans mon cas. Alors, c'est toujours difficile de deviner le futur. Moi, je vois deux futurs. J'ai le droit à deux futurs. J'ai un futur rose où les gens se rendent compte qu'en fait, c'est important de ne pas se planter. Et donc, l'adoption des méthodes formelles vient. C'est enseigné partout. Les ingénieurs sont convaincus. Et la plupart des logiciels commencent à être partiellement ou notablement prouvés. Donc ça, c'est le rose. Et ce qui, moi, l'enfer, ce qui, moi, me terrifie complètement, c'est si l'un d'entre nous dit « non, mais j'ai prouvé formellement ce programme » et qu'après le programme plante. Et ça fait partie des choses qui me terrifient complètement, c'est-à-dire qu'effectivement, là, on aura perdu toute la confiance que les gens ont mis à l'intérieur de nous. Donc, voilà, c'est une responsabilité collective, je pense, de se dire qu'effectivement, il ne faut pas brûler la chaise sur laquelle on est assis. Alors, on l'a dit à plusieurs reprises, faire des preuves, c'est long, Sylvie l'a dit. Pierre-Yves vient de dire que c'était encore compliqué de faire des preuves. On l'a vu dans tous les exposés. Et on fait des preuves en coq, on fait des preuves en Isabelle, et puis parfois on réinvente les choses. Elles ont été faites en coq, on les refait en Isabelle. Et moi, j'aimerais bien, là, sans doute que je rêve un peu, mais c'est qu'on puisse partager en fait ces efforts de formalisation. C'est déjà difficile à l'intérieur d'un même outil. Donc les partager entre les outils, c'est peut-être un rêve. Je pense que je ne le verrai jamais. Mais je pense qu'on gagnerait beaucoup, effectivement, s'il y avait quelque part des standards, comme il y a des standards pour les langages de programmation, pour les plateformes de réutilisation, etc. Et travailler chacun dans son coin, on ne va pas gagner. Donc voilà, mais je pense sans doute que je vois très très long terme. Alors oui, j'ai envie de dire plein de choses en réponse à cette question. Alors d'abord, bon, je pense qu'il faut quand même reconnaître que de grands progrès ont été faits donc, dans le domaine de la vérification de logiciels d'infrastructure. Alors, infrastructure, c'est vraiment des logiciels de base dont beaucoup de gens ont besoin. Donc, on a vu des exemples justement sur les primitives cryptographiques, donc les fondations de la sécurité. On a vu les exemples dans les systèmes d'exploitation avec Bedrock et d'autres exemples. Bon, moi, j'ai mon propre exemple autour des compilateurs ou des outils de génération automatique de code qui sont aussi d'usage très général. Et donc, on arrive à faire des vérifications formelles d'outils assez généralistes comme ça. Je pense que c'est déjà un progrès.
Alors, jusqu'où on peut aller, c'est une bonne question. Je pense que... Et là, je voulais rebondir sur l'autre aspect de la question, qui est l'emploi du mot certification. Donc moi, quand je suis allé voir les gens d'Airbus en disant « Ah, on est en train de certifier un compilateur », on fait la tête parce que pour les gens du métier, certifier, ça veut dire qu'il y a une autorité de certification qui a dit que c'est conforme à des normes, des DO178 ou autres. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est de la vérification formelle, et ça peut contribuer, ça peut être un élément d'une certification. Mais justement, je pense qu'on aura plus de poids si la vérification formelle est davantage prise en compte dans les certifications en question. Il y a effectivement les critères communs au plus haut niveau qui exigent l'utilisation de méthodes formelles, pas forcément de vérification formelle, mais enfin, c'est déjà un incentive. Et peut-être donc que ça va devenir presque un axiome du métier, que pour avoir des certifications à un niveau très élevé, il vaut mieux avoir fait des vérifications formelles. Et donc le dernier point que je voulais dire, alors c'est aussi un peu l'argument de Sylvie, mais vu plus positif, on aura fait un énorme progrès le jour où on trouvera une killer application. On arrivera à faire, grâce à de la vérification, quelque chose qui n'a jamais pu être fait avant par des méthodes conventionnelles. Et je pense qu'on en est encore loin. Mais peut-être un jour arrivera un problème tellement difficile que le seul moyen de l'aborder sera par exemple, une dérivation systématique depuis une spécification de très haut niveau. Ça, on verra si ça se produit. Alors, j'ai un peu oublié la question de départ, mais... C'était une question très, très large sur l'avenir, en fait, de la vérification, de la certification. C'est ça. Alors, une chose qui pourrait améliorer le statu quo relativement facilement, ce serait un moyen standard dans les langages de programmation communs de spécifier des pré- et post-conditions. C'est pas quelque chose auquel on a accès facilement. Et si on avait ça, il serait beaucoup plus facile de développer des outils de vérification pour ces langages, supposant que ces mécanismes ils soient assez expressifs ou extensibles de manière à ce que les programmeurs puissent exprimer leurs spécifications et ensuite éventuellement des ingénieurs spécifiques pour la vérification puissent venir et prendre en compte, faire une vérification qui, si elle n'est pas automatique, manuellement vérifier ces annotations. Voilà, c'est une... Alors, ça marche pas. Hein. Avoir quelqu'un qui écrit un programme et qui s'occupe pas de la vérification et après quelqu'un d'autre qui va essayer de le vérifier, ça peut pas marcher. Il faut avoir la vérification en tête dès le départ, sinon le gars va écrire n'importe quoi, va écrire des trucs qui ressemblent vaguement à des prédicats en guise de spécification, et puis le vérificateur aura plus qu'à tout jeter à la poubelle et tout réécrire. Ouais, alors je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pensais à notre expérience à Bedrock où les ingénieurs système, ils interagissent pas mal avec les membres de la partie méthode formelle. Et donc, quand ils écrivent un programme, il y a en général une discussion qui permet d'exprimer la spécification formelle du code. Donc effectivement, a priori, c'est difficile pour un ingénieur système d'écrire une spécification en coq, mais quand on discute avec eux à un niveau un peu plus informel, ça devient plus facile. Et il y a aussi un problème d'interface. Disons que quand on doit écrire de la syntaxe coq, c'est un peu compliqué pour un programmeur C++, alors que s'il y avait un moyen d'exprimer... au bout d'un moment, ces ingénieurs ils commencent à avoir l'habitude de ce type de raisonnement. Et donc c'est de plus en plus facile d'interagir avec eux du point de vue de notre équipe. Donc, je suis d'accord qu'un programmeur pas supervisé du tout par un expert en méthode formelle, ça ne va pas marcher, mais avec une supervision en plus, ça peut être envisageable à mon avis. Juste par rapport à la certification et les standards, donc c'est déjà dedans. Donc vous avez mentionné les critères communs. Donc on sait qu'on exige pour les hauts niveaux d'avoir un modèle formalisé, mais ça existe aussi dans les deux
grand groupe de standards en sûreté de fonctionnement, donc dans la DO 78. Alors, on ne va pas exiger d'utiliser une méthode formelle, mais il y a bien des annexes, deux annexes qui disent comment on peut faciliter une certification si on les utilise. Donc, ça existe côté DO et ça existe aussi dans les standards ferroviaires inclus qui sont basés sur la 61508 où on va vraiment hautement recommander d'utiliser des méthodes formelles. Donc les standards, ils sont là. C'est plutôt les industriels qui doivent prendre le pas et vouloir voir les avantages. Ma lecture du DO 78C, c'est qu'elle permettait l'utilisation des méthodes formelles, sans forcément les encourager. Mais déjà, elle reconnaît que c'est au moins aussi bon que de faire du test, ce qui est déjà un progrès. Parce qu'avant, c'était même à peine reconnu que ça pouvait remplacer le test. Mais donc, je suis d'accord, on progresse. Après, je trouve encore, je ne sais pas si aujourd'hui, il y a vraiment un très très fort encouragement, un incentive pour un industriel d'utiliser des méthodes formelles si le seul but, c'est d'avoir la qualification. Bien sûr, si le but, c'est de faire un produit extrêmement fiable, peut-être même au-delà des exigences de la certification, oui, bien sûr. Voilà. Oui. D'accord. Dans le nucléaire, on a le droit de faire du formel si on veut, mais il faut quand même faire tous les tests et tout le processus normal. Donc le formel n'est qu'un coût en plus. Oui, absolument. Ça a été un peu mon sentiment aussi. Oui, bon. Et justement, c'est la question du coût. Est-ce que le coût des preuves versus le coût des tests, est-ce que c'est un argument qui va dans le sens de la preuve? Alors, j'aurais tendance à dire qu'à terme, ça devrait aller dans le sens de la preuve. Parce que vraiment faire une vérification de qualité uniquement par le test, c'est un travail énorme. Et là encore, ça dépend un peu des types de codes qu'on regarde, mais si c'est un code, par exemple, comme un noyau de système d'exploitation, c'est pratiquement impossible à tester de manière rigoureuse. Il y a tellement de comportements possibles, tellement de non-déterminisme, tellement d'entrelacements possibles entre les différentes actions. Donc, mon espoir, c'est que oui, les gens vont finir par se rendre compte que faire des preuves, c'est pas plus difficile, pas tellement plus coûteux que de faire du test, et puis c'est quand même plus amusant. Bon. Il y a peut-être une différence aussi entre le logiciel où c'est facile de spécifier, enfin, c'est un objet mathématique qu'on spécifie de manière mathématique, et la réalité physique d'une centrale nucléaire où il peut y avoir, je ne sais pas, un avion qui tombe sur la centrale nucléaire, on ne va pas spécifier le fait qu'il y a un avion qui tombe. Enfin, vous me direz, les tests, ils ne vont pas prévoir ça non plus. Mais, j'espère. Mais disons... Mais enfin, je peux comprendre que les tests soient plus rassurants quand on est face à une réalité physique et où on n'est pas sûr d'avoir spécifié tout ce qu'on peut imaginer et que le test en réel peut donner plus. Enfin, bon, tu as raison. Enfin, et c'est quelque chose qui a été mentionné ce matin aussi. C'est que le test d'intégration, le test de validation, voilà, pardon, est important aussi pour s'assurer que les specs correspondent bien à ce qu'on avait en tête. Mais en revanche, tout ce qui est test unitaire, par exemple, je sens de moins en moins la valeur que ça peut avoir par rapport à une vérification formelle. Juste pour surtout que les tests, ça marche sur un certain nombre de choses, mais sur le flottant, par exemple, on peut tester toutes les fonctions sur 32 bits. Par contre, quand on commence à être à 64 bits, que vous avez des fonctions à 2 arguments, et vous n'y arrivez plus, quoi. Donc, quelque part, le test a une limite, alors que la preuve, elle va dire, quelle que soit la précision, ça va bien se passer. Donc, effectivement, il y a une limite au nombre d'ordinateurs qu'on peut mettre en parallèle pour tester une fonction, quoi. Oui, je voulais juste répondre, rebondir sur ce que tu disais sur le test. Dans le ferroviaire, on ne considère pas non plus les avions qui se crashent sur les trains. Voilà, donc on fait un certain nombre d'hypothèses. Donc c'est certes des conditions de bon fonctionnement et c'est ça qui va servir à diriger les tests. Je parlais tout à l'heure des portes palières. C'était à midi. On peut avoir des gens qui sont coincés entre les portes du train et les portes du quai. On a imaginé des systèmes pour détecter et le test, c'est le volume minimal, c'est un bébé qui resterait coincé. Donc on fait des hypothèses et quand on est en dehors des clous, ma foi, on ne va pas tester l'intégralité des combinaisons possibles. On a des situations de vie et c'est ça qu'on teste.
Juste pour répondre à le langage de programmation idéal qu'on pourrait utiliser, l'industrie aujourd'hui, elle ne fonctionne pas comme ça. Et il y a une décennie, j'ai découvert que sur les bâtiments de guerre français, à votre avis, quel est le langage de programmation qui est utilisé pour gérer les systèmes de navigation, les systèmes d'armes? C'est pas du Rust, c'est du Java. C'est du Java. Donc on a des applications, enfin on a plus de 30 millions de lignes de code, 30 millions de lignes de code Java qui sont embarquées sur les bâtiments. Et la raison principale, c'est que le pourvoyeur, qui est aujourd'hui sous les projecteurs, parce que sa situation est très, très mauvaise et elle risque de mettre la clé sous la porte, avait une armée de développeurs Java à disposition. Et c'est le choix technique qui a été fait, c'est d'utiliser cette armée. Et donc, voilà. Et donc, on est très, très loin de faire un choix d'un langage de programmation pour en faciliter la certification, la démonstration, la validation derrière. Donc il y a aussi cet argument financier, ou en tout cas de disponibilité de la ressource pour pouvoir justement développer ce type d'application. Un autre aspect aussi qui joue contre les méthodes formelles, c'est que le formel, ça coûte plus cher plus tôt. Les tests, c'est à la fin du cycle de vie. Et les gens ont des réflexes assez fortement ancrés, on va dire, de dire la spécificité. Parce qu'on est sur un projet, donc c'est quelque chose qui va dans le futur. Et les gens savent qu'en général, on va dépenser 10% du budget dans la spécification. Et quand on lui dit qu'il faut dépenser... Et donc, s'il se rend compte que la spécification coûte plus cher, il sait que globalement, son système final lui coûtera beaucoup plus cher. Et si on lui dit que la spécification, au lieu de coûter 10%, ça va être 20%, ben c'est très difficile intellectuellement pour les gens de se convaincre que le projet ne va pas coûter 2 fois plus cher à l'arrivée. C'est idiot, mais ça joue pas mal. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle? Pour aller dans le sens de Laurent, il y a aussi le côté, on va travailler sur des modèles. Je pense effectivement, si on utilise la méthode B, on va travailler des modèles, des raffinements, etc. Et on va finalement avoir le code très tard. Et ça, c'est frustrant pour un certain nombre de programmeurs, quoi. Et on voit rien sortir. Et c'est long. En fait, on a réfléchi, on a fait des preuves, etc. Mais avant de pouvoir exécuter une ligne, certaines personnes sont frustrées, effectivement. Même si on a des systèmes pour simuler à côté, animer, etc. Mais le code final, il faut attendre. Et certaines personnes refusent, renaclent devant cet aspect-là. On peut suivre d'autres méthodologies. Oui, on est d'accord. Mais tu as raison. L'exemple de toutes les approches correctes par construction souffrent de ce défaut. Alors, on a vu ce matin surtout plusieurs secteurs industriels dans lesquels les méthodes formelles sont très utilisées, donc dans le ferroviaire, l'aéronautique, l'aérospatial, etc. Est-ce qu'il y a des domaines où on gagnerait très fortement à s'y mettre, où l'impact des méthodes formelles pourrait jouer, pourrait être important? Par exemple, on n'a pas parlé du secteur autoroutier, de l'automobile. Si vous voulez dire un mot sur la... Donc dans l'automobile, c'est un monde complètement différent où les gens n'ont pas du tout la même culture de la sûreté de fonctionnement que le ferroviaire ou l'aéronautique. Eux s'intéressent plus à avoir des voitures qui n'ont pas de rappel. Mais pas, en général, ce n'est pas à cause du logiciel quand il y a des rappels. Quoique ces derniers temps, il y en a eu quelques-uns. Mais leur problématique est plus une problématique de rappel qu'une problématique de sûreté de fonctionnement. Parce qu'ils peuvent toujours dire que c'est le conducteur qui a fait n'importe quoi. Et par ailleurs, la structure, la manière dont ça fonctionne, c'est pas le constructeur automobile qui fait le logiciel. Il sous-traite ça à des sociétés comme Bosch, qui sont multi-constructeurs et qui donc vont faire des lignes de produits. Et donc, chaque voiture va récupérer un logiciel qui contient toutes les particularités de tous les constructeurs désactivées, sauf celle du constructeur qui a acheté le logiciel. Donc, ils se retrouvent avec des millions et des dizaines de millions de lignes de code que personne ne maîtrise
Et ils sont très très loin donc d'être organisés pour faire du formel. Alors un autre domaine où, à mon avis, où c'est encore pire, c'est les équipements médicaux. Là aussi, des vies humaines sont en danger, sont en jeu, mais les bonnes pratiques de développement, enfin les pratiques de développement logiciel semblent assez rétrogrades. Je pense à des trucs comme les pacemakers, tous les équipements de monitoring aux urgences, etc. Et effectivement, on n'a pas l'impression qu'il y ait une grande culture de qualité du logiciel dans ce monde. Alors peut-être parce qu'on a l'habitude de voir des gens mourir quand ils sont malades. C'est moins spectaculaire que quand un avion se plante. Mais n'empêche, c'est un domaine où j'aimerais bien qu'on fasse plus de méthodes formelles ou moins de qualité du logiciel. Pardon si j'ai un peu cassé l'ambiance. C'est un problème culturel. En fait, si on prend le ferroviaire, typiquement, les gens sont partis de systèmes matériels et donc avaient une culture de la sûreté de fonctionnement du matériel qu'on a essayé de transposer au logiciel. Donc, avec le problème qu'on ne sait pas estimer la fiabilité du logiciel, donc après, on a mis des aspects processus. Les gens du médical, eux, ils raisonnent comme des études cliniques. Donc, la manière dont on certifie un système, c'est comme une étude clinique pour un nouveau médicament ou des choses comme ça par expérimentation. Et donc, ils ont une approche complètement orthogonale des domaines plus industriels. Alors, il y a quelque chose dont on n'a pas ou peu parlé jusqu'à présent, c'est l'IA. C'est un gros mot, peut-être. Alors, quid de la vérification, de la sûreté des logiciels d'IA ? Alors, je pense que c'est une excellente idée, sauf qu'il y a un problème fondamental et un problème pratique. Le problème fondamental, c'est que pour beaucoup de logiciels d'IA, on n'a pas de spécification. On n'est pas capable de décrire ce qu'ils doivent faire. Qu'est-ce que c'est qu'un logiciel d'une IA qui classe correctement vos photos ou d'une IA conversationnelle qui produit 3 paragraphes corrects pour résumer tout ce qu'on sait sur tel et tel concept. Bien sûr, les humains peuvent juger, peuvent noter la qualité du résultat, mais on n'a pas de définition mathématique de ce que c'est qu'un bon résultat et ce qu'un mauvais résultat. Du coup, la vérification formelle, enfin telle que nous, au moins, telle qu'on en a parlé dans cette journée, ne semble pas s'appliquer. Après, il y a aussi un problème pratique qui est que les systèmes qu'on obtient par apprentissage sont énormes. Alors, un réseau de neurones profonds, on peut voir ça comme un programme. Alors c'est un programme qui n'est pas compliqué du tout. Il y a les mêmes patterns de programmation qui sont répétés, mais sauf qu'il est répété des centaines de millions de fois, voire des milliards de fois sur les plus gros systèmes. Ceci dit, il y a au moins un exemple plutôt réussi que je connais. Donc c'était un système d'évitement de collision, là, ACAS-XU. Alors entre avions. Donc c'est un peu comme entre les trains là qu'on a vu ce matin, sauf que c'est en 3 dimensions, donc c'est plus compliqué. Et donc alors c'est un système qui a connu plusieurs itérations. D'abord il y a eu à la NASA des travaux par César Munoz et Gilles Devecq sur justement un système purement par géométrie, enfin par calcul géométrique. Après on a dit bon c'est un peu compliqué, alors on va essayer de le tabuler. Et puis après comme la table était trop grosse pour entrer dans un calculateur embarqué, on a dit on va la compresser sous forme d'un réseau de neurones. Et du coup, on obtient un réseau de neurones qui n'est pas très grand et qui a une spécification qui est l'algorithme géométrique d'origine. Et donc, Guy Katz et son équipe ont fait des vérifications formelles par une espèce d'algorithme de simplex amélioré. Alors évidemment, il y a même sur un réseau de neurones assez petit, ça fait quand même des millions, des milliards Enfin, c'est une fonction affine par morceau, mais avec des milliards de morceaux. Bon, donc la vérification est un peu coûteuse, mais ils ont quand même réussi à la faire. Donc pour moi, c'est une preuve constructive qu'on peut dire quelque chose sur un réseau de neurones. Mais il ne faut pas qu'il soit trop gros et il faut qu'il ait une spécification mathématique. Et ces 2 conditions semblent rarement réunies. Alors, ce qu'on pourrait imaginer aussi, c'est avoir un développement à base d'IA, de réseau de neurones, de ce qu'on veut, qui soit contrôlé par un développement logiciel sécurisé. Donc,
Ce matin, on a parlé beaucoup de ferroviaire. En fait, le pilotage de train, donc l'accélération, le freinage, c'est pas de sécu. En fait, on pourrait mettre n'importe quoi. On pourrait imaginer une IA qui est le manche, qui accélère, qui freine. Et simplement, on a autour un chien de garde qui vérifie qu'on va être capable de s'arrêter avant. Voilà. Donc, il faut qu'on soit capable d'avoir cette spécification du sursystème qui garantit la sûreté. Et après, pourquoi pas avoir des développements qui soient un peu plus débridés. Maintenant, s'assurer de la validité de la classification d'une séquence vidéo, pour moi, là, je ne sais pas faire. Je ne sais pas comment imaginer un logiciel qui va permettre, enfin, s'assurer que la décision, la prise de décision, l'analyse de la scène, en fait, soit de sécurité. Ça, je ne sais pas faire. Alors, un autre domaine où on peut facilement, entre guillemets, faire de la vérification, validation de résultats a posteriori, ben justement, c'est la démonstration assistée par ordinateur, où on commence à voir des IA, genre ChatGPT, produire des scripts de preuve coq ou autres, et avec ce garde-fou que, de toute manière, ils vont être vérifiés par le noyau du système coq à la fin. Donc, effectivement, là ça semble être de bonnes utilisations de l'IA dans des contextes où on sait valider les résultats. Mais à quoi bon former des ingénieurs en méthode formelle si ChatGPT peut faire la même chose? Pour écrire les specs. Alors justement, puisqu'on parle de mathématiques, alors pour revenir à la question des assistants de preuve, etc., quel est l'impact en fait de tout ça, par exemple, dans la vie des mathématiciens, dans le travail des mathématiciens? Alors, c'est une question peut-être plus pour les académiques. Est-ce que ça a changé quelque chose? La question est un peu dure. Je vais faire une première réponse et puis Ouais, tu compléteras. En fait, c'est très variable suivant les mathématiciens. Alors, pour reprendre l'expression, les mathématiciens ne sont pas tous égaux et sphériques. Disons qu'il y en a qui estiment que de toute façon, ça ne sert à rien, ça prend trop de temps, etc. Donc, gardons le papier, les tableaux à craie, etc. Tout ça, c'est bien, c'est éprouvé, ça marche. Donc pour plein de gens, ça n'a pas changé. Par contre, il y a effectivement un certain nombre de gens qui ont pris le virage et qui se sont dit, mais en fait, ça permet d'être plus sûr. Et donc en particulier, quand on fait des preuves dures ou quand on fait des preuves où on a besoin de calcul, être sûr qu'on ne s'est pas trompé, c'est important, parce que celui qui n'a jamais fait une erreur dans un programme jette la première pierre, c'est dur. Donc il y a effectivement, alors soit autour de Coq, soit autour de Lin, un certain nombre de mathématiciens qui ont prouvé pas mal de choses. Et ce que moi j'ai trouvé très intéressant, c'est que ça va d'une part dans des maths très modernes. J'ai vu des perfectoïdes, des gens qui faisaient des trucs de Lin en je ne sais pas ce que c'est qu'un perfectoïde, c'est terrifiant, mais c'est des maths très actuelles et qui se sont dit, je vais faire mon dernier papier en Lin, et il a réussi. Et puis il y a aussi tout un tas de bibliothèques de choses de base qui peuvent éventuellement servir à l'enseignement. Mais ça c'est d'autres problématiques qui sont, alors je ne vais pas dire orthogonales, mais presque, quoi. Et donc ces deux aspects-là sont en train de changer. Et c'est vraiment un moment effectivement très intéressant sur cette thématique-là. Oui, alors effectivement, il y a eu quelques beaux exemples de démonstrations vraiment grosses et difficiles et utilisant du calcul, où on a fini par vérifier les calculs par du Coq ou du HOL ou du etc. Donc un exemple, les deux exemples auxquels je pense, c'est la conjecture de Kepler, démontrée par Thomas Hales, où là c'est aussi très très calculatoire. Il y a un certain nombre de formules de géométrie en 3 dimensions qu'il faut établir une fois pour toutes. Et pour ça, ils ont utilisé HOL, je crois. Et la preuve de la conjecture de Goldbach faible, que 3, la somme, tout nombre impair suffisamment grand et somme de 3 nombres premiers ou quelque chose comme ça. Bref, qui aussi a été terminé avec l'aide d'un solveur particulier, spécifique, qui lui-même a été prouvé en Coq par Assiam Aboubi ou des choses comme ça, non? C'est que du SAT à la fin?
Ah, d'accord, je croyais qu'il y avait un bout de coque quelque part. Bon, ok. Donc voilà, donc un autre exemple de grand théorème quand même. Les conjectures de Goldbach sont ouvertes depuis plusieurs siècles. 1742, je crois. Bravo, merci. Vous pouvez toujours vérifier, j'ai peut-être dit une bêtise. Et puis, puis après, il y a eu aussi donc ces exemples de résultats déjà obtenus qu'on a revérifiés a posteriori. Donc le théorème des 4 couleurs, le Fake-Thomson. Et Kevin Bozard, s'est apparemment obtenu, se lance dans un projet pour vérifier la démonstration du dernier théorème de Fermat, celle qui a été récemment obtenue par Andrew Wiles. Donc ça pourrait être joli en utilisant Lean. Après, je ne vais pas dire que c'est rentré dans la vie, dans le quotidien des mathématiciens, non. Mais quand même, pour certaines démonstrations, vraiment des grandes démonstrations, au sens où c'était des conjectures ouvertes depuis plusieurs siècles, ou bien, et où elles sont énormes parce qu'il y a 12 000 cas à considérer, on a l'impression que ça peut faire la différence. Est-ce qu'il y a une demande de cette communauté ou pas franchement? Alors ça dépend à qui on parle, je pense. Mais bon, récemment, Terence Tao, quand même, qui est une référence, dans son blog, a expliqué qu'il s'intéressait à Lean, qu'il voudrait l'utiliser pour montrer tel et tel résultat. Donc, on peut dire que peut-être ça commence. Et moi, je voulais rebondir sur tout à l'heure, on a parlé d'IA, et là, on parle de maths. Et un papier récemment publié où des isomorphismes entre structures ont été proposés via l'IA. D'accord ? Donc, et après, donc, les mathématiciens se sont emparés de cette possibilité de construction d'isomorphismes entre deux structures pour ensuite aller, je crois, en l'occurrence, ça devait être Isabelle Achoel, ensuite aller explorer ça en Isabelle et faire des ponts entre des domaines auxquels ils n'avaient finalement pas pensé à identifier ces structures. Donc ça a permis effectivement à des mathématiciens d'aller un petit peu plus loin et d'explorer qu'effectivement ces isomorphismes, ils étaient effectivement constructibles et solides. Il y a un autre aspect, certains mathématiciens qui témoignent que ça clarifie aussi les définitions. L'effort de formalisation pousse à clarifier, à avoir des définitions qui marchent bien, un petit peu peut-être comme a montré Xavier sur sa première preuve et sa deuxième, ça force à avoir les bons niveaux d'abstraction. Donc je pense par exemple à Patrick Massot qui expliquait qu'il a renoncé à la méthode de delta epsilon pour la méthode des filtres, parce qu'elle marchait de manière plus universelle. Et je pense, c'est peut-être un peu ce que défendait Grégory aussi dans les principes de conception de Bedrock, d'avoir un niveau d'abstraction dans le design qui est important. Je pense que quand on fait une preuve, il y a les parties arithmétiques, peut-être qu'on sous-traite parce qu'elles sont décidables, les parties qui restent décidables, mais pour avoir des preuves qui passent à l'échelle, ou même peut-être ce que MacComp aussi, il y a un effort de mettre en place des structures universelles qui permettent de passer à l'échelle d'une manière plus... de passer à l'échelle. Ouais. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Est-ce que quelqu'un dans la salle a une autre question ? Bon, je crois que... Non, monsieur ? J'ai cru vous voir faire un petit mouvement. Je crois qu'on peut remercier nos intervenants et intervenantes. Merci beaucoup.